Alors, cette vidéo, c'est tout savoir sur l'état amoureux. Je vous ai demandé sur ma communauté YouTube de me poser des questions sur l'état amoureux, justement. Et je vais commencer par y répondre et après, je vous donnerai un peu ma définition, où je développe à l'intérieur de vos questions ce qu'est pour moi l'état amoureux. Alors, première question, c'est Carole qui me demande peut-on être heureux sans vivre d'état amoureux? J'ai le sentiment que les célibataires n'ont pas le droit d'être dans nos sociétés. On me dit souvent mais comment tu peux vivre seul alors que là, cela fait à peine 2 ans que tu es célibataire? Peut-être t'aimes les femmes, enfin bon, alors les gens trouvent bizarre manifestement qu'elle est célibataire sans relation amoureuse ou état amoureux. Bah oui, la preuve, tu as l'air pas mal. Donc il y a des personnes, ça dépend qui, hein. Il y a des personnes qui sont qui vivent des moments de célibat plutôt heureux, voire chouettes, probablement parce qu'ils n'ont pas besoin de cet état amoureux, que ce n'est pas une nécessité, que ce n'est pas parce qu'ils ne vibrent pas, soi-disant, haut grâce à l'état amoureux ou à une sexualité haute, que c'est un drame en fait. Voilà. Donc en fait ici on examine, moi j'examine souvent la globalité de la vie de la personne et voir où c'est qu'il y a des fuites d'énergie. Et très souvent, ce que j'observe, c'est que pour compenser une vie moyenne, voire terne, voire épuisante, alors l'état amoureux va être les vacances enchantées en fait. Hein. C'est je suis addict à l'état amoureux et quand il n'y a pas assez de ça, je ne vibre pas assez ou ma vie n'est pas assez intense, il me manque quelque chose et donc du coup, je vais dévaluer, mais peut-être qu'effectivement, je dévalue le reste de ma vie parce que le reste de ma vie n'est pas en contact avec mon être ou ce qui me correspond, mes besoins, voilà. Et souvent, les gens qui sont très épuisés ou très anxieux, enfin, ou qui vont pas bien par ailleurs, bah, vont se servir de l'état amoureux comme un état de compensation. Voilà. Mais non, il n'y a pas, pour répondre à Carole, on peut être heureux sans vivre de relation amoureuse, comme on peut être heureux avec une relation amoureuse aussi. Alors, il n'y a pas de règle. Nathalie, bonsoir. L'état amoureux avec une autre personne après un deuil d'un amour de 40 ans. Oui, donc c'est plus compliqué de... Alors ça dépend. Soit effectivement il y a une espèce de précipitation après un deuil de 40 ans pour remplacer, pour ne pas finir seul, entre guillemets. Et donc je vais vite me mettre sur les sites pour me caser, pour faire une belle rencontre amoureuse, voilà. Bon, on peut parler peut-être ici de deuil escamoté, ou de ne pas pouvoir vivre seul. Ou alors, ça peut être une des problématiques, c'est j'ai tellement l'habitude avec ce compagnon ou cette compagne qui était la femme, l'homme de ma vie avec un grand H, que comment rester ouvert à quelqu'un d'autre, quoi. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre tant que je ne fais pas le deuil ou tant que je me dis que c'était la seule, l'unique et ce pour l'éternité. Alors ça, c'est peut-être une problématique de réouvrir son cœur. Mais oui, il est possible. En fait, tout est possible, en fait. Donc, c'est juste de voir qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui empêche de réouvrir, d'être disponible à une nouvelle personne pour être amoureux. Alors là, je parle d'être amoureux, d'ouvrir à une nouvelle relation. Ça ne veut pas dire de partir au plafond en loucoumisation dans un état amoureux et dans une fusée euh, en 2 temps 3 mouvements qui pourrait être aussi ce que j'ai dit tout à l'heure, des vacances enchantées pour répondre à mes manques dans ma journée, quoi. Voilà. Alors, alors oui, Nathalie, elle me dit, alors finalement, ça veut dire quoi aimer? Aime-t-on l'autre ou s'aime-t-on à travers l'autre? L'amour est-il un leurre, une quête finalement d'une conception mentale? Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Alors, je vous renvoie quand même à la première conférence que j'ai faite, la toute première conférence, je crois il y a 10 ans environ à peu près sur ma chaîne, c'est quoi l'amour? Et j'avais utilisé la grille des anciens, la grille des Grecs, hein, pour les échelles de l'amour. Et donc, bah, c'est une référence intéressante, je trouve. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Ben, tu regarderas, il y a différentes définitions de l'amour pour eux. Et ce à quoi je suis assez d'accord de répertorier comme ça les échelles de l'amour. Et aime-t-on l'autre ou s'aime-t-on à travers l'autre? Les deux. Souvent, je le dis souvent, euh, quand on reçoit, quand l'autre répond et nourrit nos besoins, voilà, il y a des moments de satisfaction
total. Et à ce moment-là, on dit je t'aime facilement, c'est spontané, parce que voilà, on est tellement repu, on est tellement... des fois c'est magique, hein, la relation amoureuse, c'est vraiment... ça satisfait vraiment tous les endroits d'incomplétude. Donc il y a des moments où on saute au plafond, quoi. On est vraiment... Et là, on balance un je t'aime, qui est la vérité de l'instant, en fait, hein, c'est tout à fait juste. Et puis il y a d'autres moments où il y a un amour plus... ce qu'on appelle l'amour filial, qui a plus un amour tendresse, un amour amitié. Et voilà, et donc on peut aussi dire je t'aime ou sentir un je t'aime, c'est-à-dire sentir l'amour, qui n'est pas forcément de l'état amoureux, qui est une autre forme d'amour, hein. Vous reverrez les échelles de l'amour. Où s'aime-t-on à travers l'autre? On s'aime beaucoup à travers l'autre, hein. Même quand je donne de l'amour à l'autre, c'est aussi souvent parce que comme ça, en retour, il va faire attention à moi, il va me regarder, me faire me sentir importante, exister, me donner la nourriture affective, la tendresse, les câlins dont j'ai tant besoin, qui m'ont tant manqué enfant, etc. Donc oui, on s'aime ou on attend à travers l'autre de la reconnaissance, de la validation, des câlins, enfin on attend des choses, quoi. Ça serait, à mon avis, un peu malhonnête de dire qu'on n'attend rien, qu'on donne pour donner, juste pour le plaisir de donner. Ouais, à mon avis, c'est pas tout à fait réaliste, mais c'est pas un leurre pour autant. Je trouve que c'est humain. Elle dit, mais l'amour est-il un leurre? Ben non, c'est aussi de l'amour, de donner, de recevoir, et de savoir vraiment recevoir en plein ce que l'autre nous donne quand c'est possible. C'est aussi de l'amour, enfin, recevoir c'est de l'amour. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir, hein. Donc du coup, c'est pas un leurre en fait. Et c'est pas une conception mentale, parce que c'est beaucoup des représentations, par exemple l'état amoureux, ça va être une représentation d'un idéal en fait, d'une projection idéale de ce que je vais pouvoir imaginer avec ce partenaire qui a toutes les qualités requises pour me compléter parce que je me sens incomplète. Voilà, donc ça c'est une projection, donc c'est un imaginaire. Donc un imaginaire, oui, c'est mental, enfin c'est une imagerie, quoi. Mais c'est pas tout le temps le cas. Des fois, c'est aussi senti, hein, des gens souvent quand ils ont été carencés enfants, ils me disent dans le cœur que ça se passe. Je sens une oppression, je sens une douleur dans le cœur, je sens que j'ai de la peine pour tout ce dont j'ai pas reçu, et c'est dans le cœur. Donc il y a des sensations aussi, hein, c'est pas que mental. Donc il y a des représentations mentales de ce qu'est l'amour, chacun a les siennes en fait. Donc il n'y a pas une définition, chacun ses définitions. Et le problème, c'est de coller à ces représentations mentales. Quand j'adhère à mes représentations mentales, je suis sûre que l'amour c'est ça et c'est pas ça, je ne vais pas douter de mes représentations, donc c'est un peu problématique. C'est pour ça que moi je vous fais beaucoup réfléchir sur à quoi vous croyez en fait. Voilà Nathalie, comment accompagner le moment de transition d'un couple entre la première phase romance-passion, l'état amoureux, et la deuxième phase où le voile tombe, on change de référentiel. Voilà, qu'est-ce qu'on construit ensemble? Est-ce qu'on s'engage vraiment? Jusqu'où on tient bon? Alors ça, donc c'est le passage de l'état amoureux, l'état fusionnel, à quelque chose de plus construit, où cet amour passe à un amour plus... on appelle ça l'amour ocytocine. Enfin bon, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais où on est un peu déçu, quoi. Enfin, c'est pas toujours au sommet, et donc... voilà, il y a plus le réel qui apparaît, avec les petits défauts qui apparaissent, qui étaient charmants avant, qui sont moins charmants, et cette habituation aussi, une forme peut-être de sécurité, ennui qui peut apparaître, parce qu'on a ce qu'on voulait, donc une fois qu'on l'a, bah, on commence à s'ennuyer, hein, ce que disait Schopenhauer. Et donc là, ce qu'elle demande, c'est comment accompagner le moment de transition, qui est le travail justement des différences. On va commencer à failliter sur les différences, alors qu'avant c'était charmant. Maintenant, nos différences commencent à nous éloigner, et on va se confronter, on va s'énerver sur l'autre qui n'est pas comme nous, quoi. On va fighter. Donc la transition, elle va s'accompagner dans cette étape, déjà sur l'acceptation des idéalisations de l'amour romantique. L'amour n'est pas tout le temps en lune de miel, et ça c'est normal, donc il faut faire un deuil, voilà, accepter que ce n'est pas toujours au sommet. S'il y a de la sécurité dans le lien, parce que si le lien continue à être insécure, vous aurez toujours que de l'état amoureux, parce que vous courez derrière une inaccessible étoile. Donc ça, l'état amoureux va persister. Par contre, il n'y aura pas vraiment de sécurité. Mais bon,
après, c'est des choix de vie, hein. On peut préférer l'état amoureux et souffrir plutôt que la sécurité dans le lien et la stabilité. Et donc s'ennuyer un peu. Mais justement, après, il y a la question de comment on fait pour naviguer là-dedans. On n'est pas obligé de s'ennuyer dans un couple. C'est pas parce que d'un coup on construit quelque chose et qu'on travaille sur l'acceptation des différences et qu'on n'est plus dans la passion des flammes du début que forcément on s'ennuie. Si vous vous ennuyez avec l'autre, c'est déjà que vous avez peut-être tendance à vous ennuyer assez vite tout seul. Donc, ou alors que quand vous êtes avec l'autre, vous perdez le contact avec vous. C'est-à-dire que vous croyez qu'il faut faire plein de trucs dans la relation, et du coup, bah, vous vous ennuyez, vous perdez la connexion à vous, à ce qui vous rend vivant en fait. Donc là aussi, à examiner, c'est pas parce qu'on construit qu'on s'oublie, qu'on se perd de vue, qu'on perd ses amis, qu'on perd voilà, bah, tout ce qu'on fait quand on n'est pas en couple en fait, qu'on s'autorise. Donc l'engagement, il va être cette acceptation de la différence, travailler sur l'acceptation de la différence, peut-être la désillusion aussi de cette romance-passion qui n'est pas faite pour durer inlassablement, et puis de passer le cap de ce qu'appelle Schopenhauer l'ennui, hein, qui est, ben non, ok, c'est pas forcément parce qu'on passe beaucoup de temps ensemble, et ce sur des longues périodes, surtout si on construit une famille, et qu'on est pris par plein d'objectifs à atteindre, que forcément on est obligé de s'ennuyer dans l'engagement. Donc, c'est à nous d'être responsables, de se sentir vivant. L'autre, il ne peut pas grand-chose là-dedans. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Comment dissocier ou observer la différence entre un état de désir amoureux profond, lune miel, passion, et le mécanisme d'accaparement de bien-aimé, jalousie, possession? Y a-t-il vraiment des personnes non concernées par la jalousie, ou plutôt est-ce une posture de je reste proche de la sortie et je me risque pas trop? Alors je vais déjà répondre à la première. Quelle est la différence entre l'état de désir amoureux et l'accaparement? Donc c'est proche, hein, l'accaparement, ce que les Grecs appelaient Eros, hein, c'est l'amour-passion. Hein, je te veux, je veux m'accaparer, je veux enfin, te mettre à l'intérieur, te faire mien en fait. Donc ça donne beaucoup de passion et ça donne aussi naissance au conflit, à la violence. Hein. La violence conjugale dans les couples, elle est très en bas en fait. Hein. Elle est souvent liée à la sexualité forte comme ça, et l'accaparement, et donc à la jalousie, et au manque, et donc à l'état amoureux. Effectivement, parce que l'état amoureux, il est fait du manque, de l'insécurité. C'est comme quelque chose qui s'enflamme en fait, hein, d'un feu qui ne s'éteint pas parce qu'on n'est pas sécure en fait. Il n'y a pas de sécurité dans cette relation. L'autre, on lui court derrière, ou il n'est jamais assez capté, acquis, et donc du coup c'est bien pour l'état amoureux ça. Voilà. Donc ça crée cette envie de le capter, de le conserver. Alors soit on se dit c'est moi qui ne suis pas assez bien pour l'autre, donc si j'arrive à être choisie par lui, c'est que je suis bien, j'ai de la valeur, donc ça va rebooster mon estime de moi, qui est quand même assez malsain, c'est pas le but de l'opération. Mais cet accaparement, c'est soit pour me remonter, soit pour croire que si je l'ai, si j'arrive à accaparer cette personne, capter, accaparer, posséder, alors à ce moment-là, je serai comblée, ou je serai protégée, ou je serai nourrie, ou je serai vivant, ou je serai, je sais pas quoi, enfin quelque chose de plus que sinon si je l'accapare pas. Voilà. Et donc la jalousie, oui, ça va avec la possession, la jalousie, ça va avec ce besoin de capter, avec beaucoup de croyances derrière, et avec aussi l'état, être amoureux de l'état amoureux. Et la plupart des gens, je l'ai déjà dit 50 fois, ils sont amoureux de l'état amoureux. Voilà. Bon, pourquoi pas, hein, mais ça crée une addiction à l'intensité. C'est juste qu'après, bah, tu peux pas trop te plaindre. Voilà, c'est un choix, quoi. On est amoureux de l'état amoureux, bah, très bien, ça va avec le manque. Donc, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Alors, comment substituer, autre question, l'état amoureux en amour de soi pour éviter d'entrer en dépendance de l'autre? Comment substituer? Déjà, c'est une direction à prendre. Il faut déjà avoir envie. Parce que le problème, c'est que déjà, il faut voir qu'il y a un problème. Que l'état amoureux, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des bons moments, hein. Ça peut être, c'est chouette la passion, c'est plein de belles hormones qui nous inondent, qui nous font gravir des montagnes. Ça a du bon. Le problème, c'est qu'on se perd, en fait, on se décentre.
on se quitte, on devient une île déserte. Et donc l'amour ne célèbre pas, l'état amoureux célèbre la désertion de soi, mais l'amour ne célèbre pas je me déserte. Je ne suis pas une île déserte en fait, parce que toi tu vas être mon oasis, et donc je ne suis pas une île déserte. Donc comment passer de l'état amoureux qui est je capte l'autre, toute mon énergie va sur l'autre, à je reviens vers moi. Déjà, il faut en avoir la volonté, il faut être volontariste, il faut beaucoup souffrir. En général, les gens qui commencent à aller dans cette direction qui est l'autonomie, qui passent par l'amour de soi, le respect de soi, s'écouter, etc., déjà, ils ont souvent tellement souffert, ils ont explosé ou implosé, donc en fait, ils n'ont plus trop le choix. Je ne pense pas que c'est par choix qu'on revient en amour de soi. Bon, on a pour le voir partout, c'est écrit partout dans les livres. Amour de soi, mode d'emploi, amour de soi. Bon, c'est pas affriolant comme truc, ça donne pas très envie parce que c'est beaucoup plus fun et beaucoup plus sympa, excitant d'être dans l'état amoureux, la passion, ça a l'air génialissime. On est au sommet, enfin voilà, on va soi-disant à trouver le bonheur, bref, dans ces imaginaires. Donc, puis c'est physiologique, donc il y a quelque chose d'addictif là-dedans. Donc c'est normal que amour de soi, mode d'emploi, ça fait pas trop envie a priori, hein. Se remplir de soi, ouais bof, c'est quand même mieux de capter quelqu'un là-bas, de m'amuser, de flirter, de draguer, de je sais pas quoi, de faire l'amour, tout ça, ça a l'air beaucoup plus fun en fait. Donc il faut beaucoup souffrir à mon avis pour et parfois souffrir plus, comme je le dis, pour pouvoir se dire bon, je vais peut-être réfléchir à la question d'autonomie, amour de soi, mode d'emploi. Ça pourrait être une bonne idée, mais la plupart, ça les fait fuir en fait, parce que c'est le travail sur le vide, c'est le travail sur la solitude qui est bien géré. Enfin tout ça, ça donne. Faut retrousser ses manches, quoi. Faut être quand même assez courageux. Vous comprenez, c'est pas un truc hyper génialissime. Ça fait pas beaucoup envie. C'est pas vendeur comme thème. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, il y a quelque chose à comprendre ou à expérimenter pour ensuite apprendre vraiment à se respecter, à aimer la vie sans passer forcément par l'amour-passion. Ou à le mettre ça ne veut pas dire sans passer définitivement de l'amour-passion, c'est d'être conscient d'y aller et de savoir que ça ne dure qu'un temps. Voilà, c'est fusion des fusions, c'est je rentre dedans, mais j'en sors comme j'en suis rentrée parce que je ne suis pas identifiée à ce truc-là, parce que j'en ai pas besoin en fait. Voilà, ça peut être fun à un moment, je joue à l'amour-passion, mais jouer à l'amour-passion, c'est pas être dans l'amour-passion et y croire vraiment. C'est je joue un moment, c'est comme un jeu de rôle, on joue à ça et on en sort. Voilà. Plutôt ça comme ça que je le vois. Alors, Sophie, l'amour non réciproque. Comment avoir des sentiments pour une personne qui n'est pas disponible ou qui ne partage pas les mêmes sentiments? Ben oui, ça génère beaucoup de l'état amoureux. L'état amoureux, il est fait d'un amour non. Enfin, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas égalitaire en fait, hein. Tout ce qui est égalitaire, c'est pas érotique pour un sou. C'est dans les dynamiques dominant-dominé, dans les dissemblances, dans les écartements, qu'on court derrière quelqu'un qu'on veut et qu'on n'a pas. Voilà. Et donc ça crée l'état amoureux. C'est pas parce que l'autre nous ressemble comme deux gouttes d'eau qui veut tout ce qu'on veut et qui voit exactement dans la même direction. Ça, c'est pas du tout érotique et ça crée pas d'état amoureux. Donc c'est l'amour non réciproque qui génère l'état amoureux. De nouveau, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie de continuer à fantasmer sur ce qui n'est pas, qui vous comblerait soi-disant si vous l'aviez, qui est un imaginaire, ou est-ce que vous en avez marre de courir derrière quelqu'un qui n'est pas dispo, qui fait autre chose, je sais pas, qui est dans un autre trip quoi, que vous. À un moment donné, il faut se poser des questions. Si je continue d'avoir des sentiments, c'est normal, puisque ça crée l'état amoureux. L'état amoureux, c'est hyper tripant, c'est un trip. Au moins, vous vivez un truc intense. Il y a des gens qui ne sentent pas grand-chose dans la vie, et ils ont un spectre de sensoriel assez faible, en fait, hein. Les gens qui ont été beaucoup traumatisés ont un spectre sensoriel, émotionnel très faible. Donc, ils sentent assez peu la vie. Donc, du coup, vous faites des tripes amoureux comme ça avec quelqu'un qui n'est pas dispo, ou c'est pas réciproque. Ça, vous allez monter au plafond, hein. Vous allez vivre des trucs intenses, sauf que c'est dans le désagréable. Donc, bon, il faut avoir envie, quoi. Voilà. Bon, j'en parle comme ça. Après, les gens ne font pas exprès.
d'aller là-dedans. C'est pas volontaire, c'est juste que ce sont des stratégies inadéquates qui nous font pas du bien pour se rendre vivant, c'est tout. N'oubliez pas que l'état amoureux, c'est une stratégie, hein. C'est juste une stratégie pour sentir quelque chose à l'intérieur de nous, donc pour remplir le vide en général. Ou pour être regardé, ou pour se sentir plein, ou à l'idée d'être comblé dans le futur, ou à l'idée de construire un truc dans le futur. Enfin bon, voilà. Alors, et quand nous ne sommes pas... Alors, attends, j'ai oublié un truc. Myriam, j'aimerais que vous reveniez sur votre définition de l'amour. Est-ce qu'il se résume vraiment uniquement au sentiment que l'autre répond à nos besoins? Vous dites souvent « je l'aime, je ne l'aime plus », ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, je dis souvent ça, oui. Quelqu'un vient en thérapie, un couple par exemple, quelqu'un qui est sur la fin du couple, me raconte souvent ça, hein. Je demande mais pourquoi votre compagnon veut vous quitter comme ça brutalement? Et souvent on me répond il dit qu'il m'aime plus. Et je réponds toujours pareil. J'ai dit bon, ça ne veut pas dire grand chose parce que il vous aimait pas tellement plus avant, c'est juste qu'il s'était un peu enflammé dans ses débuts et je pense qu'à l'époque vous répondiez à ses critères ou à ses besoins et puis petit à petit, la vie passant, vous répondiez moins, il y avait des frustrations, il y avait des conflits, il y avait des désaccords, bon, classique dans les couples, hein. Et du coup, répondant moins à tout ça, à cet imaginaire romantique du couple parfait, et forcément, avec toutes ces désillusions, il ne vous aime plus. Mais en fait, il ne vous aimait pas tellement plus avant, parce qu'avant, c'était juste un peu névrotique, quoi, cette espèce d'idéalisation de je t'aime parce que tu réponds, ou tu répondras dans le futur. Bon, c'est pour ça que je dis ça. Mais non, l'amour, c'est au-delà de cette histoire de croire que l'autre répond à nos besoins. C'est pour ça que je renvoie sur la conférence sur c'est quoi l'amour, la toute première que j'ai donnée. Avec, je trouve que c'est pas mal, cette grille de lecture des Grecs avec différentes échelles. Donc un amour qui est moins volontairement câblé sur l'amour-passion à tout prix, qui est plus un amour réaliste, en fait, pragmatique, réaliste, où on ne cherche pas à tout avoir, à tout vouloir, à tout réaliser, à être au sommet de sa vie toutes les 5 minutes grâce à l'autre ou au couple. C'est pas de la désillusion, c'est de la c'est pas être pessimiste, c'est pas je suis pessimiste donc je suis réaliste, non, c'est faire avec le bon, donc entretenir le bon de la relation, pour moi c'est ça l'amour, quitte l'état amoureux, je mets du mien et l'autre met du sien, on est co-partenaires pour mettre du bon dans la relation et continuer d'inventer ça, parce que mettre l'accent sur le bon, parce que souvent, à un bout d'un moment, on est prisonnier des reproches, on ne met plus rien sur le bon. Donc on se rend responsable de pointer le bon. Par exemple, sur des diades, on peut se dire dans la journée, à la fin de la journée, au repas, une chose que tu as aimée chez moi, que j'ai faite récemment, par exemple. Et à tour de rôle, on se questionne. Ou, oui, qu'est-ce que tu as aimé chez moi, que j'ai faite pour toi, ou une qualité que tu as aimée chez moi. Enfin, on appuie sur quelque chose de sympa. Où on se décide de se prendre dans les bras pendant 10 minutes. Enfin, voilà, on fait des trucs sympas, quoi. Et en même temps, on avance aussi on communique aussi sur ce qui ne va pas, et on est moins centré sur ça devrait être parfait, ça devrait être tout le temps harmonieux, lisse, aimant, voilà. Il y a des moments oui, et donc on en profite, et voire on les investit, on fait quelque chose de ça, et il y a des moments, non, c'est pas toujours génialissime la relation, parce que l'autre n'est pas là pour nous combler, donc du coup c'est plutôt à nous de nous combler. Et alors après, c'est pour ça que l'amour, c'est pas que l'autre répond à mes besoins ou qu'il ne répond pas à mes besoins, c'est au-delà de ça. La facilité, c'est dire je t'aime quand l'autre répond à mes besoins. Et c'est un élan du cœur. Il faut le faire parce que c'est la vérité du moment. Donc c'est ok, hein, dites je t'aime, il n'y a pas de problème. L'autre vous nourrit, il fait un super câlin, vous fait un super cadeau, tu dis je t'aime. C'est génial, mais c'est juste la vérité du moment. Ça ne veut rien dire d'autre. Ça ne veut pas dire je vais me marier avec toi, ça ne veut pas dire je t'aimerai jusqu'à la fin de tes jours et tout le temps. Ça ne veut rien dire du tout. C'est la vérité de l'instant. Alors après, autre question. Et quand nous ne sommes pas dans un état amoureux, que se passe-t-il? Ça dépend pour qui, hein. Donc,
Je viens de le dire tout à l'heure, soit certains d'entre nous ont la capacité d'être dans la gratitude du vivant et de mettre son attention sur ce qui va bien et de profiter pleinement des bons moments parce que la vie est faite de haut et de bas, donc ça ne peut pas être toujours au sommet tout le temps. Mais quand c'est bien, ben, voilà, on agrippe et on élargit un peu ces moments, quoi, on en profite. On est présent totalement, soyez total à ce qui est là. Quand c'est bien, c'est bien. Donc faites pas genre c'est bien, mais bon, voilà, c'est moyen, c'est machin. On n'évalue pas qu'il y ait quelqu'un en face de nous ou pas, un ami, qu'il y ait un amoureux, qu'il y ait tout ce que vous voulez. Donc il y a quelque chose de l'ordre de mettre son attention sur ce qui va bien et de le sentir, de le vivre, de le sentir totalement. Ça, c'est une présence totale à ce qui est. Et puis, vous n'avez pas besoin d'être amoureux pour faire ça. Hein. C'est plutôt un état amoureux. Je suis vibrant à ce qui est disponible. Alors ça, c'est quand je sors de la représentation que l'état amoureux, c'est juste avec un partenaire qui fait six amis, ou qui est comme ci, qui est beau comme ça, qui a la tchatch, qui est brillant, qui est dati, qui me fait bien l'amour. Voilà. Il faut sortir de cette représentation. Ça, je dirais, c'est un état amoureux pour la vie, pour le vivant. Et si, imaginez, vous allez mourir dans 2 jours et que vous prenez la tête avec l'amoureux qui n'est pas là ou qui n'est pas dispo, en fait, c'est dommageable. Parce qu'en fait, voilà, si vous vous rendez disponible à ce qui est présent dans votre vie, alors que ce soit la nature, soit même votre maison, que ce soit le silence, mais n'importe quoi, une tasse de thé, voilà, je me suis fait un petit thé vert, mais en fait, ce qu'on veut, quoi. Donc, c'est quelque chose de l'ordre un peu plus. C'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine. On n'a pas besoin de quelqu'un pour être amoureux. Évidemment, c'est pas pareil. C'est différent, ça n'a pas la même saveur. Quand on est avec quelqu'un, il y a quelque chose de supplémentaire. C'est différent. Voilà. Mais après, si vous êtes tout le temps en train de vous dire, mais à deux c'est mieux, à deux c'est mieux, et vous êtes tellement convaincu de ça parce que vous l'avez vérifié, en fait vous l'avez vérifié, mais c'est surtout, il ne faut pas oublier que le partenaire dont vous êtes très amoureux, il répare toutes les carences et les problématiques de l'enfance en fait. Donc c'est ça le truc. Donc c'est pas si vrai que ça. Il y a du bon et il y aura des moments troubles parce qu'on utilise l'autre pour se réparer. Malheureusement, c'est comme ça dans la plupart des histoires d'amour, passion, machin comme ça. Donc, donc du coup, est-ce qu'on peut aussi apprendre à être plus vivant à ce qui se présente, à ce qui nous entoure, à nos relations avec ce qui est, mais on peut être aussi en relation avec des lectures, avec des auteurs morts, on peut être en relation avec plein de choses en fait. On n'est pas les ressources, ça va à l'infini. On n'est pas obligé d'être en relation avec le partenaire. Et je ne dis pas qu'il faut s'en passer, parce que quand c'est là, c'est un goût différent, donc c'est génial. C'est vrai que ça a une saveur vraiment particulière. Bon bah super. Mais que se passe-t-il quand on n'est pas dans un état amoureux? La plupart, ils vont dire ah, je m'ennuie, je suis dans le vide, il ne se passe rien d'intéressant, rien n'est intéressant. En fait, vous ne savez pas vous occuper de vous, tout simplement. Vous vous occupez de vous que quand il y a quelqu'un. Sinon, vous ne savez pas vous occuper sérieusement de vous, de faire des trucs pour vous. Pas en contact avec vous, en fait. Donc vous n'êtes pas en contact avec la réalité, vous êtes en contact avec l'idée que vous faites que l'autre va faire quelque chose pour vous, qui va vous donner un conseil, qui va vous driver, qui va vous soutenir, qui va vous dire comment il faut faire pour avoir une belle vie, etc., etc. Ou vous rassurer sur du danger financier, ou j'en sais rien, moi. Enfin voilà. Donc il ne se passe rien si tu arrêtes de croire que c'est dramatique. Quand il n'y a pas d'état amoureux qui... Ben non, il peut se passer beaucoup de choses. Bonsoir. Les relations plurielles ou polyamoureuses sont-elles une réponse à une recherche d'intensité? Ça peut, ça c'est pas une obligation, mais ça peut être parce qu'il y a du plus quand même dans le polyamour. C'est-à-dire je vais combler ce que je trouve pas, parce que une seule personne ne comble pas tout assez rapidement. Elle est frustrante et décevante. Elle comble pendant un certain temps. Mais si je l'ai devant mes yeux du matin au soir, H24, sur une île déserte, ouais. Bon, c'est pas grave. Si je suis avertie, ça va, tout va bien. Hein. Surtout si j'ai une vie à côté qui est en mode autonomie, ça va bien. Mais souvent, les relations plurielles, ou alors quand les gens sont en couple tradit et puis d'un coup partent en relation libre, c'est parce que ils sont frustrés en fait, ou c'est pas assez génial, ou ça manque de quelque chose. Et donc ils ouvrent pour du plus. Voilà. Donc recherche d'intensité, certainement, en tout cas de combler ce qui n'est pas assez comblé là-bas.
Et en fait, c'est pas faux dans le principe, puisque c'est vrai que 2 en un, c'est mieux que 1 en un, c'est logique. Mais franchement, ça complexifie aussi. Il y a toujours les avantages et les inconvénients. Donc pour les avantages, oui, oui, il y a plus d'intensité, il y a plus d'amour, enfin d'amour, de signes de reconnaissance positif, il y a plus de câlins, il y a plus d'excitation, de nouveautés, de plein de choses en fait. Et même si ça perdure, il y a plus de plus. Mais il y a aussi plus d'emmerdes, entre guillemets, parce qu'il y a plus d'agenda à gérer, il y a plus de relations, donc plus de tensions relationnelles, et pas que par la jalousie, il y a aussi plein d'autres tensions dans la relation qui n'ont rien à voir avec la jalousie. Donc il y a de l'organisation, il y a de la c'est chronophage les relations. Donc déjà avec une c'est chronophage, alors imaginez 2, 3, 4. Bon voilà, donc c'est toujours pareil. Si je mets du temps ici, je ne mets pas du temps là-bas. Mais en même temps, ça peut être très valorisant, ça peut être très riche, c'est très exploratoire. Il peut y avoir pas de choses intéressantes. On rencontre des facettes de nous. Voilà. Mais oui, ça répond à une recherche d'intensité, en tout cas de vivre des expériences, de ne pas rater quelque chose, ça c'est sûr. Je pense soit pour combler un vide, soit pour ne pas rater un truc qui pourrait nous manquer, pour s'enrichir, quoi, pour avoir du plus. Voilà. Bon, ben, je pense que j'ai répondu à peu près à toutes les questions qui étaient posées. Et puis pour finir sur l'état amoureux, donc il y a les avantages, puisqu'il y a toujours des avantages à tout, hein. Les avantages, bah, c'est sentir toute cette chimie haute des opioïdes en fait, hein, tout ce qui est dopamine, tout ce qui est galvanisant, GABA, tout ça. Enfin, on est là, on est vivifié, on est très vivant, on peut d'ailleurs, on dit souvent, l'état amoureux, ça permet de faire gravir des montagnes, ça donne du sens à notre vie. D'un coup, on est moins comme ça. On se sent regarder, exister dans le regard de l'autre, exactement comme le bébé quand maman la regarde. Maman est connectée à moi, ça y est, la connexion, ça y est, c'est bon, je suis vivant, yes, je suis rassurée sur mon sort, j'existe. Donc oui, ça crée énormément de bonnes choses. Ça répare beaucoup le nourrisson ou le petit enfant ou les ados où on a vécu des scènes un peu horribles, quoi. Bon, voilà. Donc ça a beaucoup de bons. Mais il ne faut pas l'utiliser, il faut être en conscience, quoi. Voilà. Ce que j'ai dit, ça a des avantages et beaucoup d'inconvénients, puisque c'est créé par le manque et par l'intensité. Donc ça crée une addiction au manque et à l'intensité. C'est ça le côté drogue, hein. La drogue, c'est ça, je manque et j'en ai besoin, il me faut ma dose. Et puis il ne me répond pas, et plus il ne me répond pas, et plus il se montre indisponible, plus il est séducteur, et plus je veux le capter parce qu'il est inaccessible. Et donc je cours, et je m'essouffle et je m'épuise. Et ça crée beaucoup de tension, et pendant ce temps-là, la vie passe, et pendant ce temps-là, je ne suis pas en contact avec moi. C'est-à-dire, je ne me rends pas la vie belle parce que je me déserte. Voilà, voilà. Et ça, c'est l'inconvénient majeur. Donc c'est tout un chemin, et je dis que c'est courageux d'avoir envie de se délester de l'état amoureux. Pour autant, ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas d'état amoureux, votre vie ne va pas être génialissime. Elle ne sera pas génialissime du matin au soir, mais il y aura des bons moments et des mauvais moments. Et en même temps, c'est à vous de mettre votre attention sur qu'est-ce qui vous rend la vie vivante et connectée, comment vous vous sentez connecté au vivant, avec ou sans l'état amoureux. Voilà. Ça, c'est une vraie question que vous pouvez vous poser. Sinon, vous êtes dans des imaginaires à l'idée que cette personne sera un jour dans ma vie, alors je n'aurai plus de problèmes affectifs, je n'aurai plus, je ne sais pas quoi. C'est vrai, c'est faux. C'est vrai que c'est sympa hein, d'avoir un petit compagnon de route qui te prend dans les bras et qui te dit ma chérie comme tu es belle, intelligente, etc. C'est plutôt sympathique. C'est juste qu'après, l'idée c'est de ne pas en tomber dépendant, pas de croire que c'est la seule stratégie unique pour aller bien. Voilà. C'est ça, c'est d'avoir des options. Ce que je dis tout le temps, c'est de profiter de cette stratégie quand c'est là, mais de ne pas en faire une unique stratégie. Voilà. Pour être bien. Oui, pour être stable, pour être bien. Parce que l'état amoureux, ça va avec l'instabilité et l'insécurité. Rappelez-vous, hein, ça ne va pas avec la stabilité. Ça ne marche pas avec ça. Quand il y a de la stabilité, l'état amoureux, il fait... Donc ça passe à autre chose. À vous de créer une petite instabilité, mais pas trop, parce que s'il y a trop d'instabilité dans la relation, alors vous partez en cacahuète. Mais quand c'est une légère instabilité, c'est-à-dire
on se reséduit, on est créatif, on sait que l'autre n'est pas acquis à toujours. D'ailleurs, c'est vrai, il peut mourir demain. Donc. Mais quand on arrête de croire que l'autre, il est là, il est à nos bottes et qu'il dit amen, bon, ça va tout de suite mieux. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. C'était tout savoir sur l'état amoureux.